Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Léa, je suis prof et coach d'anglais et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 15 expressions qu'on utilise en français qui ont une sonorité anglaise comme le mot footing, brushing, planning, overbooker et qu'on ne peut pas utiliser tel quel en anglais. Commençons directement par le premier, le mot footing. Avec le ing, on a l'impression que ce mot vient de l'anglais et qu'on pourrait l'utiliser de la même façon en anglais. Par exemple pour dire I'm going to go footing, je vais aller faire un footing, ou pire, I'm going to make a footing ou to do a footing. En copiant-collant, faire un footing. En anglais, sachez que le mot footing ne veut surtout pas dire faire de la course à pied, un footing, courir, mais ce mot a une autre signification qu'on va pas voir aujourd'hui parce que c'est un mot qui est tellement peu utilisé que je vous conseille pas forcément de le retenir. Pour dire faire un footing en anglais, on a différentes alternatives. To go for a run, to go for a run, to go running, to go running. Faites attention, vous voyez ici qu'on va utiliser le verbe go, aller, et pas comme en français le verbe faire. On ne dira pas to make ou to do running ou quelque chose comme ça. C'est bien avec le verbe to go. On peut utiliser également jog et jogging pour parler du footing comme on le dit en français. On dira to go for a jog, to go for a jog ou to go jogging. Par exemple, I go for a run every day because I'm trying to lose weight. I go for a run every day because I'm trying to lose weight. Je vais courir tous les jours, faire un footing tous les jours parce que j'essaie de perdre du poids. Également, I love to go jogging in the morning before everyone else is awake. I love to go jogging in the morning before everyone else is awake. J'aime aller faire un footing le matin avant que tout le monde soit réveillé. Le mot suivant est le mot planning. Planning. Lorsqu'on utilise le mot planning en français, on parle d'un agenda, d'un emploi du temps. Par exemple, je vais jeter un œil à mon planning pour te dire quand est-ce qu'on peut avoir une réunion. Ici, on ne peut pas dire en anglais I'm going to have a look at my planning to let you know when we can meet. Le mot planning existe en tant que nom en anglais, mais ce n'est pas un agenda, un programme, un calendrier comme on l'entend en français. Le mot planning en anglais veut dire organisation, planification. Par exemple, this trip requires careful planning. This trip requires careful planning. Et là, ça veut dire ce voyage nécessite une bonne organisation, qu'on prépare d'avance notre projet. Pour parler d'un planning comme on l'entend en français, c'est-à-dire un calendrier, un agenda, un programme, on va avoir différentes alternatives en anglais suivant ce que vous voulez dire. Vous voyez qu'on a diary, calendar et schedule. On va voir juste après lequel on utilise dans quel cas. Sachez que le mot planning en anglais vient du verbe to plan qui veut dire planifier, prévoir. On va pouvoir l'utiliser de deux façons. To plan to do something, planifier, prévoir quelque chose. Donc on prévoit d'avance un voyage par exemple, on le planifie, on organise les détails. Par exemple, we are planning to buy a house next year. We are planning to buy a house next year. On prévoit d'acheter une maison l'an prochain. Vous voyez que là, on retrouve le mot planning, mais ce n'est pas un nom ici, c'est bien un verbe. On prévoit, on est en train de faire les démarches pour acheter une maison l'an prochain. La deuxième façon d'utiliser le verbe to plan est de dire to plan on doing something. To plan on doing something veut dire compter, prévoir, faire quelque chose. I plan on being at home before dinner. I plan on being at home before dinner. Je prévois, je pense que je serai de retour à la maison avant le repas du soir. Le mot plan est également un nom, ça veut dire un programme, un plan. On a par exemple I don't have any backup plan. I don't have any backup plan. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan de secours. Ou do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu as quelque chose de prévu ce week-end? Maintenant qu'on a vu que le mot plan est soit un verbe, soit un nom, on va voir en détail quelle est l'alternative au mot planning comme on l'utilise en français. En premier, on a le mot schedule, qu'on peut prononcer de deux façons, schedule, avec un son ch au début, ou schedule. Schedule, schedule. Vous prenez celui que vous voulez et si vous voulez vraiment entendre la différence, je vous conseille de taper le mot schedule dans Word Reference et d'écouter les différents accents et de choisir ce qui vous semble le plus simple et le plus pratique.
Quand vous parlez de votre planning dans le sens votre programme de la semaine, là où vous avez rempli vos rendez-vous, etc., on utilisera schedule. Let me have a look at my schedule and I will let you know when we can meet. Let me have a look at my schedule and I will let you know when we can meet. Je te dirai quand on pourra se voir en fonction de mon planning. On entendra parfois également le mot calendar qui veut dire l'agenda. Donc là, c'est soit l'agenda papier, soit aussi de façon figurée votre agenda dans le sens où les jours de la semaine que vous avez de libre pour un rendez-vous. Par exemple, I'll see if I can fit you in my calendar. I'll see if I can fit you in my calendar. Je vais voir si je peux te caser un rendez-vous, une dispo avec moi dans mon agenda. Vous pouvez donc utiliser soit le mot schedule, soit le mot calendar pour dire mon planning, mon agenda. On retrouve également le mot agenda pour parler d'un agenda papier, comme le mot calendar. Physiquement, vous avez un agenda où vous notez tous vos rendez-vous. Ce mot sert aussi à d'autres choses qu'on ne verra pas aujourd'hui pour ne pas vous embrouiller plus. Vous avez peut-être également déjà entendu le mot diary, qui veut dire journal, dans le sens souvent journal intime ou un journal où vous écrivez des choses, par exemple un journal de gratitude et ce genre de choses. On a par exemple le livre Bridget Jones Journal, le journal de Bridget Jones. Donc c'est vraiment là où vous notez des choses qui vous arrivent dans la vie. Par exemple, I have had diaries since I'm a child. I've had diaries since I'm a child. J'ai eu des journaux intimes, des cahiers où j'écris ce que je fais dans ma journée depuis que je suis enfant. Le mot suivant, c'est le mot overbooké. On a l'impression que c'est un mot qui vient de l'anglais et qu'on pourrait l'utiliser dans l'autre sens de la même façon. I'm overbooked pour dire je suis complètement submergée de travail ou j'ai pas le temps, je suis très pressée. Mais attention, on ne peut pas l'utiliser, il n'a pas la même signification en anglais. Pour dire overbooké dans le sens je suis vraiment très occupée, j'ai pas le temps pour moi, vous avez différentes alternatives. Vous pourriez dire I'm very ou extremely busy. I'm very busy. I'm extremely busy. Sorry I didn't call you back, I've been very busy. Sorry that I didn't call you back, I've been very busy. Vous pouvez également utiliser les synonymes overworked qui veut dire overbooké dans le sens trop de travail. Vous pouvez dire aussi burned out, dans le sens vous êtes vidé, épuisé, vous êtes overbooké mais aussi très fatigué. Vous pourriez par exemple dire I've decided to take it easy because I burned myself out last year. I decided to take it easy because I burned myself out last year. J'ai décidé de ralentir parce que je me suis vraiment laissée submerger par le travail. J'ai fait quasiment un burn-out l'an dernier. Vous allez peut-être aussi entendre le synonyme to be snowed under. To be snowed under. Littéralement crouler, pas sous la neige cette fois, mais sous le travail. To be snowed under. En avoir par-dessus la tête du travail, être overbooké. L'adjectif overbooked existe en anglais, mais on ne peut pas l'utiliser en tant que personne pour dire qu'on est surchargé de travail. Le verbe to overbook veut dire surréserver, faire du surbooking. Donc vous voyez qu'on parle plutôt d'un avion ou par exemple d'un médecin qui aurait rempli toutes ses places parce qu'il a eu trop de clients qui ont demandé un rendez-vous. Dans ces cas-là, oui, on pourrait utiliser le verbe ou l'adjectif overbook ou overbooked. Chez le médecin, par exemple, ça peut donner ce genre de phrase I'm sorry we can't take any appointments, we are overbooked. I'm sorry we can't take any appointments, we are overbooked. Désolé, on ne peut pas prendre de nouveaux rendez-vous, on est en surbooking, on est overbooké dans le sens on a trop de patients, tous les patients ont pris les créneaux disponibles. Pour l'avion, ça peut donner The plane is overbooked, no more seats are available. The plane is overbooked, no more seats are available. L'avion est en surbooking, il n'y a plus de place à acheter, il n'y a plus de place disponible. On peut également entendre fully booked qui veut dire complètement réservé ou juste complet. The hotel is fully booked. The hotel is fully booked. L'hôtel est complet, toutes les réservations ont été prises. Next word is les baskets. Attention, le mot basket en anglais veut dire panier. Si vous voulez parler des baskets, comme on l'entend en France, les chaussures de sport, il faudra utiliser d'autres mots. Soit le mot trainers au pluriel, et ça c'est plutôt en Angleterre qu'on dira ce mot-là, ou le mot sneakers. Sneakers, ça c'est plutôt pour les États-Unis. Donc l'une ou l'autre des deux options, mais ne dites pas my baskets, sinon vous dites mes paniers.
Notez que le mot trainers vient certainement du verbe to train, qui veut dire s'entraîner, qui veut dire également aussi se former. To train, s'entraîner ou se former par exemple à une nouvelle compétence. Vous avez également le nom trainer, qui est similaire à coach, c'est un entraîneur ou aussi un formateur suivant le contexte. Vous avez peut-être déjà entendu le mot training, qui veut dire entraînement. Donc on a train, s'entraîner, trainer, un entraîneur, un coach, et le mot training, entraînement. Le cinquième mot qu'on utilise de la mauvaise façon en français, c'est le mot parking. Parking, ce mot-là existe en anglais, mais il ne fait pas référence à l'endroit où vous garez vos voitures, où on gare les voitures. Le mot parking est le fait de se garer, le fait de faire un créneau par exemple. On pourra par exemple dire I'm not really good at parking. I'm not really good at parking. Je suis pas très bon pour me garer, pour faire des créneaux par exemple. Si vous voulez dire, demander où est-ce qu'il y a un parking à quelqu'un, ne dites pas where is there a parking, parce qu'on va pas forcément comprendre ce que vous voulez dire. Dites soit is there any parking lot here, is there any parking lot here, il faut rajouter le mot lot, soit is there any car park, is there any car park here. Notez que le verbe to park veut dire se garer. I have to park the car. I have to park the car. Je dois garer la voiture. Le mot suivant qu'on pense être anglais mais qui ne l'est pas du tout, c'est le mot camping-car. Le mot camping existe, le mot car aussi, mais l'association des deux n'existe pas. Pour dire camping-car en anglais, vous avez plusieurs options. Vous avez le mot camper van, motor caravan, motorhome, littéralement une maison à moteur, et camper. Aux États-Unis, on entendra également l'acronyme RV pour Recreational Vehicle. Par exemple, we traveled across the country in an RV. We traveled across the country in an RV. Attention, en anglais, le mot camping ne fait pas référence à l'endroit où vous plantez votre tente, mais à l'action, au fait de faire du camping. Par exemple, I love to go camping even if you don't sleep well under the tent. I love to go camping even if you don't sleep well under the tent. J'aime bien faire du camping, aller faire du camping, même si on dort pas si bien que ça sous la tente. Pour parler du camping, là où vous allez vous payer pour pouvoir prendre une douche, mais planter votre tente ou garer votre RV, votre camping-car, il va falloir dire soit campsite, soit campground. Campsite, campground. Le mot suivant, le mot brushing. Brushing existe en anglais, mais c'est un verbe, c'est l'action de se brosser les cheveux. Par exemple, I'm brushing my hair, I'm brushing my hair. Je suis en train de me coiffer les cheveux. Mais le mot brushing, comme on l'entend en français, n'existe pas tel quel en anglais. Il faudra utiliser l'expression a blow dry. A blow dry. C'est la même chose pour le mot pressing en français. En anglais, on ne dira jamais I have to go to the pressing, mais I have to go to the dry cleaners. Dry cleaners, littéralement, on nettoie à sec. Attention au mot suivant, le mot tout simple, le mot mail. Est-ce que tu as reçu mon email? Est-ce que tu as reçu mon mail? En anglais, il y a une distinction entre le mot email et le mot mail. C'est que l'un c'est digital, un email, c'est un email qu'on envoie, c'est un courrier électronique, alors que le mail c'est un courrier par la poste. Lorsque vous dites à quelqu'un Did you receive my mail? La personne va avoir l'impression que vous lui avez envoyé une lettre, un courrier. Next one, smoking. Le smoking, comme on l'entend en français, ne se dit pas de la même façon en anglais. Le mot smoking veut dire fumer, par exemple, he is smoking. Il est en train de fumer. Smoking isn't allowed here. Smoking isn't allowed here. Le fumer est interdit, n'est pas autorisé ici. Le smoking, le vêtement, se dit tuxedo en anglais ou tout simplement en abrégiant tux. Tuxedo ou tux. Do we have to wear a tuxedo for the party? Do we have to wear a tuxedo for the party? Est-ce qu'il faut porter un smoking pour la soirée? Le mot suivant, assez amusant, c'est le mot dressing. Un dressing, une penderie, là où on met ses vêtements. Attention, le mot dressing en anglais existe, c'est également un nom, mais ça ne fait pas référence à ce que nous, on croit en français. Le mot dressing en anglais veut dire la vinaigrette. Par exemple, sur un menu, vous allez souvent voir French dressing.
French dressing parce que la vinaigrette, ça leur fait penser, ils ont l'impression que c'est français. Donc on ajoute souvent French devant French dressing. Donc si vous parlez de dressing en anglais, vous parlez d'une sauce de salade. I'm going to make a dressing for the salad. I'm going to make a dressing for the salad. Les différents mots pour parler du dressing avec les vêtements sont soit dressing room, donc là il faut bien rajouter le mot room, une salle, un endroit, une pièce où on met donc ses vêtements, a dressing room, a walk-in closet, littéralement un placard dans lequel on peut rentrer en marchant tellement qu'il est grand, walk-in closet, ou a wardrobe pour une penderie, pour une armoire, une penderie, a wardrobe. Next one is speed, pour dire je suis speed ou c'était speed, dans le sens c'était hyper speed, hyper rapide où on n'a pas le temps de se poser. Si vous parlez de vous-même, je suis speed, c'est-à-dire vous êtes très occupé certainement, vous pourriez dire I'm very busy, I'm very very busy, I have so many things to do, I have too much on my plate. Voilà différentes donc, alternatives. I'm very busy, je suis très occupée. I have a lot on my plate, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de tâches à effectuer. I have too many things to do. Si vous voulez dire je suis speed dans le sens je suis pressée, j'ai pas le temps, vous pourriez dire I'm in a hurry. I'm in a hurry. Et si vous voulez parler d'une période, là vous pouvez pas parler de vous-même avec cet adjectif, mais si vous dites cette semaine, cette journée, ce mois, cette année a été un petit peu speed, vous avez eu pas le temps de vous poser, là vous pourriez utiliser l'adjectif hectic. Hectic, qui veut dire hyper occupé. Voilà. Par exemple, sorry, just a sec. It's been a hectic week. Ça a été une semaine très chargée, très mouvementée, très speed. It's been a hectic week. Next word, un pull. Un pull. La prononciation déjà est différente en anglais. On va dire to pull et c'est un verbe. To pull, tirer. Par exemple, tirer une porte. Parce que quand vous entrez dans un magasin, l'inverse sera to push, to pull. Le mot pull, comme on l'entend en français, ne sera pas traduit par pull en anglais. Pour parler d'un pull, on va avoir trois alternatives, principalement a pullover, a jumper, a sweater. Jumper et sweater. You should put on your pullover or your sweater, it's cold outside. You should put on your pullover, your sweater, it's cold outside. Tu devrais mettre ton pull, il fait froid dehors. Next word is un sweat. Un sweat, dans le sens un pull à capuche. Attention à la prononciation d'abord. En anglais, on ne dit pas sweat, mais to sweat. Sweat. Le mot sweat est un verbe, ça veut dire transpirer. Ce verbe to sweat nous donne ensuite a sweater ou a sweatshirt. A sweater, a sweatshirt, pour dire donc un pull à capuche. Vous avez peut-être déjà entendu aussi le mot hoodie qui fait référence à la capuche, the hood, que vous mettez sur votre tête. A hoodie, donc un pull à capuche. Retenez bien donc la prononciation to sweat, a sweater, a sweatshirt, et la prononciation de ce mot-là, sweet, qui veut dire bonbon, donc elle n'est pas la même. Sweat d'un côté, sweet de l'autre. Le mot sweet veut non seulement dire bonbon, sweet candies, mais veut également dire sympa, mignon, gentil. He's a sweet guy. He's a sweet guy. Il est gentil, il est mignon, il est adorable, il est sympa. That's really sweet. You brought me flowers. You brought me flowers. Tu m'as amené des fleurs. That's really sweet. C'est très sympa, c'est adorable de ta part. Last but not least, le dernier mais pas des moindres. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre d'autres expressions de ce genre, je vous conseille de regarder cette vidéo que je vais vous mettre là au-dessus avec 50 expressions à connaître pour passer à un niveau intermédiaire. L'expression last but not least en fait partie. Donc notez le mot shampoo qui veut dire le shampoing, mais c'est également le verbe to shampoo, se faire un shampoing, shampouiner, se laver les cheveux. On a la même chose avec soap qui est le savon, to soap, savonner. A brush, une brosse, to brush, se brosser. A comb, c'est un peigne, to comb, se peigner les cheveux, plutôt pratique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à me dire dans les commentaires quels mots vous avez découverts et quelle erreur vous faisiez peut-être jusqu'à maintenant. Des mots que vous utilisiez en anglais de la mauvaise façon. Si vous avez envie de corriger vos fautes de grammaire également, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je vous donne les erreurs les plus couramment que j'entends faites par les francophones qui cherchent à apprendre l'anglais.
Je vous explique notamment pourquoi la phrase I'm going to call you when I will get back home est fausse. Donc allez vite voir cette vidéo si c'est le genre de phrase que vous pouviez faire à l'heure actuelle. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un like, ça me fait super plaisir. Pensez à me dire dans les commentaires également si ça vous a plu. Pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à plus.